Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière conférence du Saloon RH 3e édition organisée par Batka. Avant d'accueillir nos trois conférencières, un petit pitch technique. Si vous ne nous avez pas suivis jusqu'ici, il y a donc le chat qui est disponible dans votre barre de menu Zoom, aussi appelé Converser. N'hésitez pas à l'utiliser, il y a Léonore et Constance qui sont présentes pour vous y répondre. Et pensez bien à basculer le petit bouton bleu de conférencier à conférencier et participants. Si vous voulez que nos conférencières répondent à vos questions, préférez par contre l'onglet questions et réponses. C'est l'onglet QR dans votre barre de menu Zoom. Vous pourrez également commenter et voter pour les meilleures questions. Et vous verrez donc nos conférencières qui sont dans un studio qui auront ces questions affichées sur grand écran. Et donc, je vous invite du coup, Nathalie, Tiffaine, à réactiver votre webcam et Dorothée, pardon. Et donc, je vous souhaite une bonne conférence, mesdames. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis Dorothée Lédier, je suis consultante associée au sein du cabinet de recrutement Kiman. Je suis en bonne compagnie puisque je suis aujourd'hui avec Nathalie Liebert, qui est l'ex-DRH du laboratoire pharmaceutique Léo Pharma, qui développe et fabrique des médicaments dans deux aires thérapeutiques, la dermatologie d'une part et la thrombose d'autre part. Léo Pharma, très rapidement, c'est 6000 collaborateurs et 700 en France. Et je suis aussi avec Tiffaine Duhamel, qui est DRH du groupe DLPK, qui conçoit et distribue des solutions financières en B2B2C, principalement des solutions d'épargne. Le groupe DLPK, c'est 5 entités réparties entre Roubaix et Paris et c'est 250 collaborateurs. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Nathalie, peut-être pour commencer, vous pouvez rajouter quelques mots pour compléter cette présentation en nous expliquant le contexte que vous avez connu en termes de digitalisation chez Léo Pharma. Absolument, Dorothée, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, en complément, ce que je pourrais dire, c'est que Léo Pharma connaît une réelle transformation de son business model, c'est-à-dire a décidé de s'orienter vers les biothérapies et les maladies rares. Donc, ça veut dire quoi pour un laboratoire pharmaceutique? Ça veut dire vraiment se mettre en ordre de marche pour se moderniser dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, ça s'est traduit comment? Au niveau de la fonction RH, par un grand projet de transformation qui nous avons appelé One HR et qui a consisté effectivement à opérer des transformations digitales, organisationnelles et au niveau des outils. On en parlera dans un instant. Tiffaine, vous souhaitez aussi rajouter quelques mots de contexte de digitalisation? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai créé en 2018 la fonction RH du groupe dans un contexte de très, très forte croissance puisque en 2018, on a fait l'acquisition de 2 entités qui nous ont fait passer de 60 collaborateurs à peu près 250 collaborateurs aujourd'hui. Sachant que cette stratégie de forte croissance s'est poursuivie puisqu'on a fait l'acquisition fin 2020 d'une nouvelle entité, et on est actuellement en cours d'acquisition, acquisition qui devrait se finaliser en septembre. Donc voilà, pour bien comprendre notre contexte, en résumé, une très très forte stratégie de croissance externe. Alors, au moins autant finalement que la révolution industrielle avait, il y a quelque temps, bouleversé à la fois les habitudes sociales et les modèles économiques à l'époque, la digitalisation vient un peu nous challenger dans nos pratiques. On l'a vu très récemment avec le Covid qui est venu bouleverser nos habitudes. Avant de commencer et d'aller plus loin dans les débats, je voudrais peut-être, si vous en êtes d'accord, vous proposer qu'on se mette OK sur une définition de la transformation digitale RH. La digitalisation RH est un processus qui, à l'aide d'outils, de services et de techniques numériques, a pour but de mieux gérer les ressources humaines et qui apporte de nouvelles façons de travailler en réduisant au maximum les tâches manuelles. Forte de cette définition, est-ce que Nathalie et Tiffaine, quels sont finalement pour vous les enjeux de cette transformation digitale au sein de votre entreprise?
Alors, en introduction, les enjeux de la stratégie digitale RH ne peuvent absolument pas être déconnectés de la stratégie globale de l'entreprise et forcément des enjeux business. La stratégie digitale RH en est le reflet. Alors, compte tenu du contexte que je vous ai présenté en introduction, pour nous, les enjeux majeurs ont été, dans un premier temps, un enjeu d'instauration ou de restauration de la confiance. Et la réponse, enfin, l'une des réponses était justement la digitalisation de nos process RH. Le deuxième enjeu a été l'uniformisation de notre socle social. En faisant l'acquisition de sociétés, on avait des socles sociaux extrêmement disparates avec beaucoup de conventions collectives à gérer. On a augmenté nos effectifs, donc on a également augmenté notre ligne hiérarchique et on a associé à ça la dimension multisite avec l'intégration d'un management à distance, donc autre enjeu également à intégrer. Et puis, comme je vous disais, c'est pas les enjeux business, les enjeux RH ne peuvent être décorrélés des enjeux business. Et l'accroissement de notre encours a généré aussi une très forte digitalisation de notre business avec l'intégration de la signature électronique, la digitalisation de nos parcours de souscription et d'arbitrage, etc., etc. Et bien entendu, il fallait qu'il y ait consonance entre nos enjeux business et nos enjeux RH. Et puis des enjeux aussi de reporting, quand on croit fortement, généralement, il y a intégration d'un fonds, voilà, et du coup, un besoin aussi de reporter davantage et notamment de reporter sur la dimension RH. Donc, c'était un autre élément d'enjeu. Nathalie? Alors, je voudrais déjà effectivement appuyer, rebondir sur ce que disait Tiffaine concernant le lien entre une digitalisation, une transformation d'une fonction de l'entreprise avec la stratégie même de l'entreprise. Tout doit vraiment partir de là, sinon ça ne fait pas sens et on ne peut pas travailler dans son coin. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais la transformation du business model de Léo Pharma. Et finalement, les enjeux qui étaient les nôtres, j'en ai identifié 4. L'harmonisation des pratiques. Pourquoi? On était un laboratoire international présent dans 23 pays avec des filiales, des sites de production, etc. et des modes opératoires très différents. Donc l'idée, c'était vraiment un enjeu d'harmonisation pour parler un langage commun et pouvoir opérer dans une organisation d'ailleurs très matricielle, vraiment avoir des process communs et harmonisés. Un deuxième enjeu qui était finalement d'optimiser les processus eux-mêmes qui étaient encore très, très manuels pour certains. Et donc, quand on travaille à distance avec différents pays, c'est extrêmement important d'avoir des automatismes, des workflows et, Tiffaine l'évoquait, du reporting qui peut se faire de manière automatique. Troisième enjeu, je dirais que c'est un enjeu de marque employeur. En particulier pour la France, avec l'idée de répondre aux nouvelles aspirations des collaborateurs et des candidats, donc des futurs collaborateurs. Je vais répondre à la question après. De s'adapter à ce nouveau besoin. Et quatrième enjeu, les data, d'avoir des données propres dans nos outils. Et cet enjeu, il est de taille pour s'adapter à la réglementation. J'évoque RGPD, mais en ce qui concerne la France, il y en a bien d'autres. Donc voilà pour les 4 enjeux Léo Pharma. Alors moi, je crois que j'ai une question sur la relation entre la confiance et la digitalisation. En fait, pourquoi la digitalisation peut avoir un impact sur la confiance? Tout simplement parce qu'il y a des process qui sont très sensibles pour nos collaborateurs, sur lequel le risque d'erreur humaine est importante, et la digitalisation et donc l'industrialisation de certains process peut être une des réponses justement à minimiser le risque d'erreur et donc le risque de friction des collaborateurs, et de ce fait générer davantage de confiance. J'en prendrai l'exemple tout à l'heure, mais la bonne gestion des congés, la paye, voilà, tout ce qui est business as usual en termes RH doit être irréprochable, et la digitalisation permet, si elle est bien orchestrée, de minimiser le risque d'erreur et donc d'avoir un impact favorable sur la confiance. Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'André. De façon plus précise et plus opérationnelle, est-ce que vous pourriez nous préciser les démarches que vous avez mises en place en termes de transformation digitale dans vos organisations? Nathalie?
Alors, oui, volontiers, Dorothée. Alors, on va essayer de réduire quelque chose qui a duré en gros plus d'une année sur 2 minutes peut-être. Pour faire simple, je dirais il y a le quoi et le comment. Sur le quoi, dans ce projet OneHR, c'est quand on parle, en tous les cas, dans le cadre de ce projet, on parle des outils, des process, de l'organisation. Je dirais même, je vais le mettre dans un autre ordre, les process, les outils et l'organisation. Les process, c'était, je l'évoquais, c'était vraiment les mettre à plat et décider ce qui allait être ensuite digitalisé, optimisé, etc. Les outils, ça c'est extrêmement important. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de mettre en place un SIRH, donc un système d'information ressources humaines, qui serait la colonne vertébrale et pour lequel, pour reprendre l'image de l'anatomie, on aurait des vertèbres et puis ensuite on va venir mettre des briques, des interfaces avec les outils de l'entreprise, que ce soit un système de e-learning, de paye, etc. Et enfin, l'organisation. Vous ne pouvez travailler sur votre organisation que si vous avez vraiment fait le point sur vos process, vous avez les bons outils en place et enfin l'organisation. Donc ça, c'est le quoi. Les process, les outils, l'organisation. Et puis le comment, ben ça c'est une longue histoire. C'est un projet à part entière, c'est un projet d'entreprise et qui s'inscrit dans une vraie gouvernance de projet avec une planification, avec des équipes projets. Et puis il y a 3 phases essentielles. C'est vraiment, une fois que vous êtes d'accord sur le quoi, ben après vous construisez et vous avez des experts pour le faire. Et on en reparlera, j'espère, c'est extrêmement important de se faire accompagner. Donc, ils vont construire les solutions, les process. Ensuite, vous allez charger les données, vous allez les tester et puis vous allez stabiliser. Et j'ajoute un dernier point extrêmement important, c'est qu'en parallèle de tout ça, vous accompagnez vos équipes, vous les formez, vous expliquez, vous donnez du sens et vous accompagnez le changement de toute l'entreprise parce que ça impacte tout le monde, les collaborateurs, les managers, et je pense qu'on en reparlera, mais c'est un point extrêmement important. Merci Nathalie. Tiffany, en termes de démarche, qu'avez-vous choisi, vous? Alors nous, on a fait une démarche dans un premier temps d'identification et de définition de nos besoins au travers de l'écriture traditionnelle d'un cahier des charges, en procédant vraiment par petits pas. C'est-à-dire que on s'est créé, en fait, on a préféré avoir une stratégie à étage avec un minimum d'ambition au départ, en souhaitant digitaliser des choses assez simples, mais avec un impact collaborateur fort et en émettant des besoins à moyen et à plus long terme. Donc, un peu l'écriture d'un cahier des charges progressif qui nous a permis justement d'implémenter l'outil ou les outils de digitalisation très progressivement avec un souci d'adhésion, en fait. C'est-à-dire que si on avait la peur, entre guillemets, d'être trop ambitieux immédiatement et du coup d'essuyer, entre guillemets, les plâtres de l'implémentation d'un nouvel outil, on sait comment ça se passe. Nous, on avait vraiment, et encore une fois, je remets la confiance au cœur du débat, mais on avait un besoin que nos collaborateurs aient fortement confiance en l'outil. Donc vraiment, cette stratégie de petits pas, on implémente un petit peu progressivement et on génère la confiance en l'outil et du coup, une très forte adhésion assez rapidement. Alors, vous parlez de petits pas et d'avancer de façon progressive. Comment est-ce que vous avez choisi, Nathalie, les briques sur lesquelles travailler? Et puis, quels ont été vos choix pour l'outil en tant que tel? Alors, il y a 2 choses. En effet, les briques, ça participe vraiment de la réflexion en amont de ce qu'on veut mettre en œuvre comme process. Certains vont commencer par le recrutement, d'autres. Nous avons fait le choix en termes de briques de mettre en place tout d'abord la fixation, le process performance en commençant par la fixation des objectifs, puis l'évaluation de la performance. Ça permettait de charger des données, mais qui n'étaient pas visibles pour les collaborateurs, et ensuite de travailler sur la rémunération et les augmentations salariales. Donc ça a été le choix, et du coup, après, toute cette architecture. Et puis après, en termes d'éléments qu'on digitalise, qu'on automatise, des intermédiaires, enfin, c'est tout ce qui concerne après le contenu. Eh bien, on regarde vraiment tout ce qu'on fait, tout ce que l'on fait si on prend l'exemple d'évaluation de la performance, comment on l'a fait aujourd'hui. On a des formulaires, on a de l'Excel, on a des choses. Et puis, on regarde la volumétrie, la complexité, les interfaces, qui est concerné. Et au vu de tout ça, on se pose et on dit, ça fait sens de le digitaliser.
Ça, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous prendre deux exemples extrêmes. Quand on parle d'un côté des augmentations salariales, par exemple, ou de tout ce qui des éléments de paye qui font sens parce qu'il y a un gros volume, c'est récurrent, c'est tous les mois. Et puis de l'autre côté, je vais prendre par exemple la participation et tous les travaux RH autour du calcul et du paiement de la participation. Ça, c'est une fois dans l'année. C'est très complexe. Donc, avec ces deux extrêmes, on va décider, ça va être ça, nos critères. Donc après, voilà, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la mécanique. Merci Nathalie. Tiffane, de votre côté, comment est-ce que vous avez choisi l'outil et les critères à mettre en place? Alors, nous, en termes d'outils et de briques à mettre en place, j'y ai un petit peu répondu avant. On a choisi vraiment des choses assez basiques. Quand je dis basique, c'est si on fait le parallèle avec la pyramide de Maslow, on s'est concentré sur les besoins fondamentaux qui pouvaient être vecteurs être des irritants collaborateurs très forts, générer beaucoup d'erreurs humaines et sur lesquelles on n'avait pas forcément une forte valeur ajoutée. Donc, pour exemple, la gestion de la paye, la gestion des CP, des RTT, du CET, les notes de frais. Voilà, ça a été, entre guillemets, nos priorités dans la mise en place de l'outil et dans la sélection de l'outil. L'élément prépondérant dans la sélection, les éléments prépondérants dans la sélection de l'outil ont été l'expérience collaborateur. On parle d'UX souvent en digital. Alors, je ne suis pas une spécialiste du digital, mais et pour nous, l'expérience collaborateur, elle était primordiale parce qu'on savait que on pouvait avoir le meilleur outil du monde. Si à un moment donné, il ne générait pas l'adhésion, ça ne marcherait pas. Et pour générer l'adhésion, il faut beaucoup de simplicité. Et pour ça, clairement, notre référentiel, je suis désolée, c'était Amazon. Comment passer une commande en 3 secondes, comment poser un RTT en 3 secondes, comment télécharger une note de frais et l'envoyer à son manager en 3 secondes. Tout ça, c'était hyper important pour nous. Et puis, il y avait un autre élément, c'était le caractère très intuitif de l'outil. Parce qu'en fait, pour rappel, notre contexte croissance forte, le vendredi, les collaborateurs sont dans une entreprise et le lundi, ils sont dans une autre, avec des nouveaux outils, avec des enjeux de dingue à appréhender, business, bien entendu, et la priorité n'est pas gérer son compteur CET, etc. Mais la priorité est de s'assurer que mon socle social, il ait bien été respecté. Donc, il fallait pouvoir utiliser l'outil en un temps record, sans formation. Et donc, nous, dans notre cahier des charges, notre objectif, c'était que l'outil puisse être utilisé sans formation préalable, qu'il soit le Facebook des outils digitaux. Après, ça ne nous a pas empêché d'accompagner nos collaborateurs, mais de manière beaucoup plus chirurgicale et individualisée sur des besoins. Mais on n'a pas fait de formation en masse, tout d'abord parce qu'on n'en avait pas le temps et parce qu'on n'avait pas la possibilité de mobiliser nos collaborateurs sur des sujets de formation à ces outils, sachant qu'ils devaient déjà intégrer tellement d'outils business en changeant de société que voilà, il y avait des priorités à choisir et donc la formation et l'expérience utilisateur ont été 2 éléments prépondérants du choix de l'outil. Et des outils simples. Simples et simples. Pardon de vous interrompre. Sur ce point-là, on a une question concernant justement l'accompagnement sur la partie projet et la question est est-ce que l'on s'est fait accompagner dans nos organisations pour mener ce projet? Donc, je peux rapidement dire ce qu'il en était pour Léo. Oui, la réponse c'est oui. Et vraiment, mon expérience, en fait, j'ai mené différents projets dans différentes entreprises de déploiement, de solutions, etc. Mon conseil, c'est que oui, il faut se faire accompagner en MOA. Et même si on vous explique que, et dans le business case qui est présenté parfois, je ne citerai personne, mais par quelques cabinets qui vont présenter ces solutions, en calculant un petit peu au plus juste, vraiment, il faut se faire accompagner par des gens experts qui ont vraiment un retour d'expérience. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés. Alors, nous, c'était un projet mondial. Donc, évidemment, il y avait une équipe projet centrale, mais moi, j'ai souhaité, il se trouve que j'ai demandé à ce que la France soit pilote, parce que c'est un pays complexe, très réglementé, bien m'en a pris. Et deuxièmement, j'ai vraiment insisté pour qu'on ait une MOA locale, pour que ce soit des consultants qui comprennent vraiment bien nos spécificités. Et enfin, j'ai souhaité aussi qu'on ait un consultant de cette société qui soit détaché auprès de nous, dans nos bureaux, au quotidien, pour qu'on fasse les tests ensemble, qui comprennent bien nos process. Qui soit au plus proche finalement des utilisateurs.
On a une autre question, si Nathalie est d'accord. Je vais prendre la question de Marie. Alors, la digitalisation, elle a transformé, mais ça fait déjà de quelques années qu'elle transforme la fonction RH. Alors, les belles surprises, entre guillemets, c'est que nous, RH, on peut se concentrer sur les tâches qui nous sont les plus chères, c'est-à-dire se centrer sur l'humain. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de RH qui soient très fans de l'administration du personnel en tant que tel. Donc oui, ça nous a permis de nous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, sur ce qui crée de la valeur dans l'entreprise et donc sur les hommes et qui sont pour nous des RH notre premier asset. Et puis ça a obligé aussi en termes de développement de soft skills, ça a cranté le niveau, ça nous a obligé à cranter le niveau de performance managériale parce qu'en fait c'est un peu comme dans l'expérience magasin, quand vous avez un web channel et des magasins, il faut que votre expérience magasin elle soit waouh, beaucoup plus waouh que quand vous n'avez pas de web channel. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que la performance managériale doit être d'autant plus importante que les points de contact sont potentiellement moins fréquents, en tout cas, mais doivent être extrêmement qualitatifs. Donc, nous, cette digitalisation a aussi généré un accompagnement de nos managers pour qu'ils soient d'autant plus performants dans la relation managériale, compte tenu du fait qu'ils étaient, on leur avait enlevé, entre guillemets, tout ce qui pouvait être des tâches parfois annexes dans la relation interindividuelle. Donc, voilà, ça a permis, moi, je trouve, en tout cas, chez DLPK, d'enrichir nos métiers et ça a eu un impact extrêmement positif sur nos métiers et surtout sur les métiers des managers. Et alors, si on va un tout petit peu plus loin, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander finalement jusqu'où cette digitalisation pourrait aller dans nos pratiques ressources humaines? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer que demain, les entretiens d'évaluation des collaborateurs se fassent par formulaire interposé, sans avoir du tout de lien humain? Est-ce qu'il n'est pas bon de veiller à garder un peu d'humanité et de relationnel dans nos pratiques de ressources humaines? Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie et Tiffany? Alors, je vais être un peu provocatrice. Oui, on peut tout digitaliser, Dorothée, bien entendu. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, les technos le permettent et puis nos process RH, ils sont totalement digitalisables. Alors, trêve de plaisanterie, on ne va pas tout digitaliser, sinon nos métiers sont morts. Et puis, de toute façon, clairement, je n'y crois pas. La stratégie de digitalisation, elle dépend clairement de la culture de l'entreprise. On met le curseur là où on a envie de le mettre, là où on pense qu'il est souhaitable de le mettre. Alors, bien entendu, non, on ne digitalise pas tout, bien entendu. Un juste équilibre est important. Et puis, ce n'est pas dichotomique, c'est-à-dire, ce n'est pas soit on digitalise pas. Très souvent, encore une fois, je fais un parallèle avec le retail, mais on est sur des process RH qu'on qualifierait de figitaux. Donc, je prends l'exemple de l'entretien annuel. L'entretien annuel, il est digital dans sa préparation parce que c'est plus facile, plus rapide, plus efficient. Il est physique, bien entendu, au travers de la discussion et de l'entretien qu'on peut avoir en one-to-one. Et puis, il se termine par un workflow de validation qui, lui aussi, est digital. Donc, voilà, ce n'est pas la loi du tout ou rien, bien entendu. À la fois, je digitalise tout, je digitalise rien, mais ce n'est pas non plus la loi du tout ou rien dans les process eux-mêmes. Nathalie? J'adhère totalement à ce que vient de dire Tiffany. Évidemment, j'ajouterais en plus que attention aux fausses croyances, quoi. On a vraiment des présentations, des projets qui forcent parfois la digitalisation, mais en fait, pourquoi faire? Encore une fois, on revient aux besoins au départ. Et qu'est-ce qui fait sens? Premièrement, je ne pense pas que, en effet, ça fasse sens parfois de digitaliser certains sujets, donc c'est pas la peine, vraiment. Et puis surtout, en fait, il ne faut pas être animé, et c'est parfois l'angle de présentation de certains projets, transformation RH, par un souci d'économie. Si on pense faire des économies en montant un projet, c'est pas le premier des gains. Vraiment. Donc, c'est une mauvaise analyse. En tous les cas, si vraiment vous voulez le faire sous un angle totalement économique, alors il faut vraiment tout mettre à plat. Et du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment parfois une croyance de dire parce que c'est digital, ça marche mieux. Ce n'est pas toujours le cas. Mais pour autant, c'est parfois nécessaire.
parfois, il est vraiment, je parlais d'une organisation matricielle qui est tellement complexe parce qu'on a des collaborateurs dans tous les pays et puis des reporting croisés, c'est que vraiment, vous devez avoir des process, des workflows, parce que sinon, vous commettez des erreurs. Donc, parfois, c'est nécessaire, mais pour autant, ça ne marche pas toujours mieux parce que quelquefois, le collaborateur, il sait aussi bien faire. Mais donc, il faut vraiment avoir tout ça en tête. Et donc, bien évidemment, qu'il ne faut pas faire du full digital parce qu'on mettrait nos organisations en risque. Et puis, en effet, évidemment, on perdrait, et ça, Brigitte est convaincue en tant que DRH, on perdrait ce contact humain. Donc, finalement, ça permet d'éviter les pièges d'une digitalisation trop importante. Quel partage de bonne expérience on pourrait communiquer de par l'expérience qui est la vôtre pour justement éviter ces pièges? Moi, il y a vraiment un maître mot, on l'a un peu dit, en fait, c'est le bon sens. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui coûte pas grand-chose, mais qui rapporte énormément, de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'on est dans des projets qui sont assez complexes, qui coûtent beaucoup d'argent à une entreprise, et parfois, on peut se laisser emballer. Et du coup, vraiment, se poser, faire preuve de bon sens sur de quoi a-t-on besoin et est-ce que ça fait sens de monter toute une usine à gaz pour automatiser telle et telle chose en ressources humaines. Il y a un autre point sur lequel que j'ai évoqué rapidement et je voulais revenir, c'est la gouvernance de projet. Ce sont des projets qui doivent être portés au plus haut niveau de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les dirigeants, le DG, les directeurs de BU, qui participent, qui portent ce projet et surtout qui l'utilisent, qui sont utilisateurs, ça ne marchera pas. Donc, à l'inverse, vraiment, c'est eux qui doivent être convaincus en premier pour vraiment le porter. Et puis, mon dernier point, Rocco, ça serait vraiment d'avoir aussi une approche de gestion de risque. Parce qu'on est sur des outils, des process extrêmement réglementés, complexes et qui peuvent mettre l'entreprise à risque. Donc, c'est s'assurer à chaque fois que l'on veut toucher à un des process, qu'on a bien évalué le risque et qu'à l'entrée et qu'à la sortie, il sera maîtrisé. Alors, je rejoins Nathalie sur les risques complètement, sur les pièges. Il y a aussi le piège de quand vous implémentez un nouvel outil, il n'y a pas une solution miracle. C'est-à-dire, quelquefois, on se dit la digitalisation, c'est le miracle, tout va bien fonctionner, tout ce qui ne fonctionnait pas avant va bien fonctionner. Très souvent, c'est l'inverse. Hein. C'est comme quand vous implémentez un nouvel ERP. Au début, c'est l'enfer. Donc, il peut y avoir justement, il faut être assez patient sur le déploiement de l'outil et accepter qu'il ne fonctionne pas comme on le voudrait tout de suite. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Moi, là où je veux vraiment insister aussi, c'est n'allez pas chercher un outil digital de compétition. C'est-à-dire que très souvent, on écrit un cahier des charges, on définit un besoin, jusque-là on le fait très bien, puis on commence à benchmarker le marché, à rencontrer des acteurs. Et en fait, le cahier des charges se transforme en fonction de ce qu'on voit. Parce qu'on voit des trucs waouh, des trucs de dingue, mais des trucs waouh de dingue dont on n'aura jamais besoin. On croit qu'on en aura peut-être besoin un jour, si. Et comme on croit qu'on en aura peut-être besoin un jour, si, on se dit ça serait bien qu'il fasse ça. Donc on réduit en plus le champ des possibles, on augmente la facture, puisque plus vous allez mettre de fonctionnalités, plus ça va être cher, et potentiellement vous impactez défavorablement l'expérience collaborateur, puisque l'outil devient plus complexe que le besoin qui a été émis, et du coup l'adhésion se fait difficilement. Et le troisième point, c'est attention dans la digitalisation. Qui dit digitalisation dit data. Et donc, vous pouvez avoir le meilleur outil digital le plus adapté du monde. Si votre data n'est pas vérace, n'est pas précise, n'est pas bonne, et ben votre outil digital, il peut être formidable, mais il en ressortira rien. Ça, c'est vrai aussi dans le business. Hein. Toute digitalisation nécessite un travail en amont sur la qualité de la data. Donc, ça, c'est aussi hyper important. Avant de déployer votre outil, assurez-vous que toute l'information que vous y avez intégrée soit la plus juste possible. Parce que tout le monde dira, l'outil est pourri. En réalité, potentiellement, ça peut être la data.
Voilà. Absolument, Tiffany. Et sur ce point, pardon, Dorothée, sur ce point, là, effectivement, la qualité de la donnée, il n'y a pas de mystère. La donnée d'entrée, si elle n'est pas propre au début, elle ne le sera pas à la fin. Ça veut dire qu'il faut des ressources pour travailler sur ces données, faire du nettoyage de base, qualifier les informations. C'est un travail de fourmi, de titan, chronophage, complexe. Et ça, il faut l'intégrer dans l'architecture du projet, dans les ressources, parce que sinon, effectivement, là, on part de manière très, très bancale. Merci à toutes les deux. Est-ce qu'on a des questions? Plus pour le moment. Soit on est très clair, soit on est... On est super clair. Ok, pour conclure et synthétiser du coup les échanges, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de partir du besoin pour déterminer l'outil et pas de partir de l'outil pour déterminer le besoin. Je pense que vous avez insisté sur le fait d'inclure l'ensemble des collaborateurs et dans cette phase de digitalisation pour qu'ils soient aussi partie prenante et qu'ils puissent être les ambassadeurs finalement de la mise en place de ces outils. Et je pense que même si on va continuer à se digitaliser de plus en plus, à avoir des outils de plus en plus performants, il faut quand même veiller à avoir un bon compromis, un juste milieu entre cette évolution technologique et les interactions humaines pour qu'on garde le sens des ressources humaines au sein de nos métiers. Voilà, donc merci à toutes les deux. Je pense que peut-être pour vous inviter à la réflexion, alors on a une dernière question. Comment faites-vous pour patienter les utilisateurs avant d'arriver à l'optimal? Tu veux y répondre, Nathalie? Tu veux que j'y réponde? Je pense que c'est bien qu'on donne toutes les deux notre expérience par rapport à ça, parce qu'il y a un vrai sujet sur un projet qu'on annonce, sur lequel on va communiquer. Donc, il y a un premier point qui est extrêmement important, qui est de communiquer. Alors, je passe en plus les partenaires sociaux, auprès de qui il va falloir expliquer aussi ce projet, le présenter. Il y a un vrai travail de communication auprès de l'ensemble de l'entreprise, puisque tous les collaborateurs sont impactés par un projet de digitalisation de la fonction RH, ne serait-ce que par exemple par leur propre feuille de paye, etc., etc. Mais il y a effectivement les équipes RH qui, elles, vont le mettre en œuvre, qui savent qu'in fine, elles vont peut-être avoir leur propre métier qui va évoluer et qui vont passer par des phases plus ou moins difficiles du projet. Donc, pour les équipes et pour les collaborateurs, il faut vraiment communiquer en donnant le sens de ce projet, le rattacher à la stratégie. Et puis, je ne sais pas, pour faire patienter, je ne sais pas si c'est pour faire patienter, mais en tous les cas, essayer d'impliquer à tout moment et à toutes les occasions, selon les événements de l'entreprise. Ça peut être des rassemblements, peu importe s'ils sont digitaux ou pas, des événements annuels de l'entreprise pour parler de ce projet et puis le faire un petit peu toucher du doigt, montrer dès qu'on a les premières images du design de la solution, le montrer, le faire tester, etc. Et c'est vraiment très important parce qu'en fait, nous, on est immergés dans ce projet pendant des mois et le pire serait de le dévoiler au grand jour à un moment où les gens ne sont pas forcément prêts ou autre chose à faire, alors que s'ils ont été acculturés progressivement, ça n'en sera que mieux accepté et accueilli. Je rejoins complètement Nathalie. Pas trop de teasing, hein, parce que le risque… Pas trop de promesses. Pas trop de promesses et du coup pas trop de teasing parce que le risque c'est d'être déceptif. Nous, on a utilisé la stratégie des petits pas, donc forcément on risquait moins de déception. Et puis je pense, alors c'est pas ce qu'on a fait, mais si on avait pu faire autrement, on aurait travaillé dans un premier temps avec un groupe pilote sur un petit échantillon de collaborateurs qui auraient testé l'outil et qui se seront eux heurtés aux difficultés qu'ils pouvaient engendrer, qui nous auraient permis les actions correctives, hein, donc ça c'est un enseignement si on devait recommencer, qui nous auront permis d'engager les actions correctives et qui surtout auraient été les ambassadeurs de l'outil auprès des collaborateurs parce que ils auraient été qui mieux que l'utilisateur pour vendre un outil, hein. Nous les RH on est forcément sponsors, donc on a du parti pris, donc on est forcément voilà, moins convaincant que l'utilisateur final qui, lui, a utilisé l'outil depuis quelques mois. Donc, effectivement, on aurait procédé de cette manière-là pour arriver finalement à l'optimal sur notre échantillon le plus important, le plus vite possible. Voilà.
Merci à toutes les deux pour cette participation à ce Saloon RH. On était ravis de clôturer avec vous cette semaine de Saloon RH et puis à très bientôt pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à commenter, à évaluer cette table ronde. Et à bientôt. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Au revoir. Au revoir.